Aujourd'hui, je vais vous parler donc de vivre un deuil en contexte de mort assistée. J'ai choisi le titre de mort assistée parce qu'effectivement, la majorité de mes travaux a été réalisée au Québec. Et au Québec, on n'a pas la possibilité d'avoir un suicide assisté, mais c'est bien de l'euthanasie sous la forme, si on veut, nommée comme l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, c'est pour ça que je voulais clarifier que je ne parle pas directement du suicide assisté dans cette présentation. Je veux d'abord vous amener un petit peu en arrière. Il y a à peu près un petit peu plus que 20 ans, en 2003, Denis Arcand a réalisé le premier film canadien à remporter l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, Les Invasions barbares. Je ne sais pas si les moins jeunes d'entre vous se rappelleront peut-être quelque chose. Ce film qui critique notamment le système de santé et tourne autour, dans le fond, de la fin de vie de Rémi. Rémi, ce personnage, finira finalement sa vie par le biais d'une euthanasie, entre guillemets, improvisée et illégale, sur le bord d'un lac, entouré de sa famille et de ses amis. C'est une représentation qu'on pourrait qualifier de romantique de la façon de mourir. Ça a beaucoup marqué les esprits, notamment au Québec. Ainsi, puis en fait, pourquoi j'avais envie de vous ramener cette image-là, c'est que souvent, quand on considère le deuil en contexte de mort assistée, on va souvent penser à la préparation, au fait d'avoir pu faire nos dernières confidences, de se dire au revoir, et en conclure que finalement, le processus de deuil doit être plus doux que dans le cas de d'autres types de morts. Mais avant de vous partager l'état des connaissances empiriques sur la question, j'aimerais faire un autre détour. Puis là, vous allez dire que je suis vraiment québéco-centrée aujourd'hui, mais bon, vous m'excuserez. J'aimerais vous présenter Antoine Bédard. Là, probablement que vous êtes moins à le connaître, parce qu'il est un peu moins connu quand même que Denis Arcand. C'est en fait un concepteur sonore et un compositeur de musique montréalais. Et en 2016, moins d'un an après la prise d'effet de la loi concernant les soins de fin de vie qui légalise notamment l'euthanasie sous la forme d'aide médicale à mourir au Québec, son père, c'est un beau lapsus, qui est médecin de soins palliatifs, a choisi de décéder, voyons, ça va mal mon affaire, par aide médicale à mourir. Donc je récapitule. Antoine Bédard, musicien, son père, médecin de soins palliatifs, décide, moins d'un an après l'entrée en vigueur, de décéder par euthanasie ou aide médicale à mourir. La première fois que j'ai rencontré Antoine, c'était au printemps 2024, donc l'année passée. Rappelez-vous, son père est décédé en 2016, mais il a commencé à parler de son deuil et puis du fait qu'il était décédé par aide médicale à mourir en 2024. C'était dans le cadre d'un congrès. Puis il est venu nous partager son expérience de deuil, une expérience qui l'a amené à publier un livre qui s'appelle « Mettre la mort à l'agenda ». Dans ce livre, qui est un tout petit livre là, d'à peu près 80 pages, j'ai regardé, c'est pas hyper évident de l'obtenir en France, mais au moins la version électronique, si jamais je pense qu'elle est accessible, c'est vraiment une lecture très intéressante, bouleversante en fait. Dans ce livre, il raconte en fait comment il a d'abord vécu la longue fin de vie de sa mère, qui, elle, est décédée en soins palliatifs à l'âge de 49 ans, puis ensuite la mort de son père à 67 ans d'une aide médicale à mourir. Puis il écrira d'ailleurs en page 51 « Difficile d'imaginer deux fins de vie plus opposées ». Donc, dans son deuil, Antoine va partager avoir ressenti une très grande solitude. Il reproche de n'avoir reçu aucun accompagnement, ni en amont, ni en aval. Et surtout, il a l'impression que le processus de mort de son père a été court-circuité. Le matin, il raconte, parce qu'en fait, c'est ça, il n'y a rien de confidentiel là, dans tout ce que je vous raconte. Là, j'ai rencontré dans une conférence Antoine, puis j'ai participé à plusieurs tables rondes ensuite avec lui. Donc, il dit qu'il a vu son père debout, attacher ses souliers, puis quelques heures après, dans l'après-midi, il était décédé. Puis il va dire que savoir exactement
quand la mort de mon père se produirait, n'a pas rendu le choc moins brutal de sa disparition. Donc pour Antoine, son processus de deuil a pris la forme d'une quête pour comprendre le choix de son père. Lui qui croyait tant aux soins palliatifs, pourquoi a-t-il choisi l'aide médicale à mourir? Et c'est notamment ce qu'il partage dans ce livre, dont je ne vous dis pas tous les secrets, pour vous inviter éventuellement, si ça vous intéresse, à aller le consulter. Donc voilà pour mon préambule. Maintenant, dans la communauté scientifique, il y a un consensus qui semble émerger à l'effet que l'aide médicale à mourir ne serait pas associée à des deuils plus difficiles que des morts dans d'autres contextes. Souvent, ce qu'il y a dans les écrits scientifiques, c'est qu'on tente d'essayer d'isoler quels seraient les facteurs facilitants des facteurs de risque. Puis là, ce qu'on trouve dans les écrits, notamment, on va postuler que dans les facteurs facilitants, par exemple, la possibilité d'anticiper la mort puis de faire ses adieux, c'est facilitant. Le sentiment de contrôle sur la souffrance de l'autre, par exemple, ne pas assister à un long déclin, pouvoir agir et s'impliquer dans les procédures et les dernières volontés, ça aussi, ce serait un facteur facilitant. La cohérence entre l'aide médicale à mourir et certaines valeurs comme la liberté, l'autodétermination et l'indépendance, ça aussi, ce serait des facteurs facilitants. Il y a aussi des facteurs de risque qui ont été mis en lumière. Des conflits familiaux et des conflits de valeurs. L'exclusion de certains proches qui ne peuvent pas être consultés ou informés de la démarche. L'obligation de composer avec les procédures qui structurent la trajectoire d'aide médicale à mourir, les différentes règles qui se sont aussi assouplies là, au fil du temps. Dans les 10 dernières années, c'était beaucoup plus strict en 2015-2016, ça allait beaucoup moins en 2025. La présence ou la perception d'un stigma social, puis la présence lors de la mort. Ce qui peut être une expérience perturbante pour certains individus parce qu'il faut savoir que, contrairement au suicide assisté, le décès par aide médicale à mourir est extrêmement rapide. On parle plus de secondes que de minutes pour compter la rapidité du phénomène. Donc, ça peut être un facteur de risque. Ça, c'est ce qu'on pensait plus au début. Maintenant, les travaux de recherche un petit peu plus récents permettent davantage d'entrevoir un caractère qui serait dynamique de ces différents facteurs et le rôle notamment de la construction de sens. Par exemple, un même facteur, assisté au décès, qui est le dernier que je mentionnais, ça peut représenter une expérience réconfortante pour un et un souvenir douloureux pour l'autre. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Plus encore, là, des sentiments opposés et intenses peuvent coexister chez une même personne endeuillée. Par exemple, je peux être heureuse d'avoir profité des moments ultimes avec le défunt et souhaiter qu'il se prolonge, ces moments-là, mais par ailleurs avoir aussi profondément souffert de ces moments-là et avoir voulu parfois que ça se finisse plus rapidement. Fait qu'en gros, l'être humain est pas mal plus complexe qu'une liste de facteurs facilitants puis une liste de facteurs de risque. Donc, pour, en fait, finir le dernier élément de ma présentation, je vais vous proposer de vous emmener à travers 6 thèmes que je trouve importants à considérer quand on regarde le deuil en contexte de mort assistée. Le premier, puis là vous allez dire forcément c'est une psy, je veux souligner l'importance des relations. Les interactions et le développement des relations à travers le temps peuvent avoir un impact vraiment important sur la façon dont les membres de famille et l'entourage vont vivre le deuil. Et dans ces relations-là, il peut se déployer plein de choses. Il peut notamment se déployer des valeurs qui sont les mêmes et avoir, par exemple, un but commun. Si dans la famille et dans les relations, l'acceptation de l'aide médicale à mourir, c'est quelque chose qui est partagé,
bien, ça risque d'être plus facile après de le vivre dans son deuil. L'implication des proches relativement à l'aide médicale à mourir va aussi souvent être basée sur des valeurs personnelles et des perceptions. Dans certains cas, on peut avoir des conflits de valeurs qui vont influencer le niveau de dilemme moral qui va être ressenti durant le processus. Puis là aussi, ce qu'on observe, c'est que l'implication des proches est variable. Il y a certains proches qui vont être vraiment impliqués de façon active dans la planification, en allant chercher un autre médecin, en allant chercher le deuxième avis, en ayant voir l'équipe traitante, etc. Et d'autres qui sont beaucoup plus passifs, et certains, ils veulent même ne pas avoir été informés. Certains sont moins impliqués, et même au Québec, c'est particulier, on peut choisir de décéder par aide médicale à mourir et ne pas informer ses proches. Et l'équipe soignante ne doit donc pas transmettre cette information, ce qui peut amener certaines situations assez délicates sur les unités, comme vous pouvez imaginer. Certains patients vont demander le consentement de leurs proches avant d'y aller ou pas. Donc, ce qu'on peut dire au plan des recommandations, c'est qu'au niveau clinique, on sait que l'avant-décès, ça constitue un moment clé pour établir le contact avec les proches. Donc, ça peut être un moment aussi pour intervenir. Deuxième élément qui me semble important aussi, c'est l'aspect dévoilement et secret. Donc, la personne en fin de vie, elle peut décider de garder l'aide médicale à mourir en tant que secret, pour des raisons aussi variées que ce qui a été documenté, c'est la peur du stigma, la préoccupation quant à la réaction des proches et la possibilité d'éviter un sujet potentiellement politiquement chargé. Même après le décès, la peur d'être jugé négativement peut influencer le processus de deuil. Le dévoilement de l'aide médicale à mourir, ce qu'on a trouvé, dépend de plusieurs facteurs, notamment l'acceptation sociale de ce type de décès dans les cercles fréquentés par la personne qui en fait la demande. Un autre élément particulier, connaître le moment. Je trouve que le titre là, d'Antoine Bédard, « Mettre la mort à l'agenda », est assez clair. Là, on voit que le fait d'avoir une mort assistée, ça permet d'inscrire une date de décès à l'agenda, de planifier et de préparer la fin de vie. Ce n'est pas unique à la mort assistée en soi, mais le fait d'avoir un ultimatum, ça peut intensifier la parade des dernières fois. C'est la dernière fois que je mange telle affaire, c'est la dernière fois que je vois telle ou telle personne. Pour certaines personnes, ça peut être perçu comme une bénédiction de pouvoir dire au revoir, alors que pour d'autres, ça peut créer de l'appréhension. Par contre, le fait de considérer que le décès est la fin des souffrances, ça peut être réconfortant pour les proches. Il y a des enjeux aussi autour de la préparation. On l'a vu, l'aide médicale à mourir, ça peut être compliqué en présence de conflits de valeurs, que ce soit l'ambivalence, les croyances religieuses, le désir d'avoir plus de temps ensemble et de se sentir responsable d'une mort prématurée. Donc, des fois, le fait d'avoir une heure et une date définitive, ça peut engendrer un conflit. Pour les personnes, les proches, l'autonomie de la personne en fin de vie souvent va prendre préséance sur les autres valeurs. Et ce qu'on constate dans les écrits, c'est qu'il y a généralement moins de conflits, puis là, on pouvait le deviner, si l'aide médicale à mourir est perçue en adéquation avec les valeurs de longue date du patient. Parfois, pour des proches qui ont accepté de participer à l'aide médicale à mourir, après coup, peuvent se sentir coupables d'avoir été un facilitateur du décès. Même s'ils étaient d'accord, même s'ils étaient en accord avec ces valeurs-là, des fois, il peut y avoir un effet de ressac à peu près, après coup. À l'inverse, des proches qui ont été aux côtés du patient dans une décision conjointe pourraient davantage accepter le décès. Donc, le degré de confiance dans la décision de la personne qui choisit l'aide médicale à mourir est généralement aidante. Plus la personne est décidée du choix, plus c'est facile à accepter pour les proches. Planifier le lieu du décès, il y a un enjeu particulier autour du lieu.
Les proches ne souhaitent pas toujours que ce soit au domicile, même si souvent la personne qui demande l'aide médicale à mourir aimerait décéder chez soi. Et les proches ne veulent pas toujours se rassembler à l'hôpital. Donc, des fois, même simplement le lieu du décès, ça peut amener un conflit. Et donc, après tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut conclure des effets sur le deuil? De façon générale, dans les écrits scientifiques, l'aide médicale à mourir est décrite de façon positive, rarement agressive et douloureuse, et donc l'expérience du deuil en contexte d'AMM donc, est décrite généralement de façon positive, mais on peut se demander s'il y a un biais de sélection des personnes participantes. Par exemple, le témoignage d'Antoine Bédard, que je vous ai présenté au début, ainsi que certains cas issus de la clinique, me laissent supposer que peut-être que ces personnes-là, plus souffrantes, ne font pas nécessairement partie des études. Il manque encore beaucoup d'études quantitatives pour statuer de façon claire sur l'influence du type de décès sur l'expérience de deuil. En clinique, l'accompagnement de fin de vie et du deuil, c'est d'abord un travail d'élaboration de sens. Là, Dr Michaud en parlait précédemment. C'est un travail d'appropriation ou de réappropriation des événements, des souffrances vécues et de l'univers affectif, et ce, afin d'écrire un chapitre apaisant, signifiant et surtout cohérent avec l'histoire de la personne. Dans ce contexte, le sens attribué à la mort assistée constitue un facteur parmi tant d'autres qui peuvent être mobilisés en clinique du deuil. Merci beaucoup. Alors, on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Une. Parce que j'ai été frustrée de ne pas pouvoir poser la question tout à l'heure. On m'a récupéré. Merci, c'était très intéressant. J'avais une question qui porte sur le rang générationnel. Avez-vous constaté des variations dans l'appréhension du deuil ou de ce moment-là particulier lié au rang générationnel? Je vous dis ça parce que dans Suicidage, on avait des informateurs des suicides qui étaient plutôt des petits-enfants, parce que les enfants se sentaient bien souvent socialement responsables du fait de ne pas avoir assez attaché à la vie et donc avaient une appréhension particulière de cet événement-là. Alors, est-ce que vous avez des petits-enfants qui sont plus... voilà, ou pas? Non, malheureusement, c'est souvent dans les recherches les personnes les plus proches qui sont considérées dans les échantillons, mais que ce serait très intéressant effectivement d'aller regarder ça parce que j'ai pas d'informations sur le lien générationnel plus loin, mais c'est très intéressant par contre. Merci pour votre commentaire. Juste une question un peu rapide, mais il y a cette idée d'une mort apaisée, douce, etc. Et puis on a l'impression qu'il y a aussi cette idée un peu normative quand même d'un deuil qui devrait être plus apaisé, plus serein. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles injonctions morales autour de cet apaisement, de cette sérénité qui sont finalement toujours des injonctions et qui peuvent être quand même très, très ambivalentes pour le coup? Oui, absolument. On retrouve les deux en fait dans les. Mais là, c'est souvent des petites études, mais dans une étude qu'on a menée où on a comparé l'expérience de personnes qui étaient décédées en mort qu'on a appelée mort naturelle accompagnée de soins palliatifs et des personnes qui étaient décédées par aide médicale à mourir. Dans les indicateurs quantitatifs, il n'y avait pas grand-chose qui ressortait, mais c'est souvent quand on va écouter le récit puis la façon dont les personnes vont parler de leur expérience de deuil que des nuances vont survenir. Alors oui, il peut y avoir cet aspect normatif que ça devrait être plus facile parce que je le savais, j'ai pu dire au revoir, on a pu avoir ces volontés. Mais reste qu'il y a aussi souvent dans le même discours, dans la même phrase, il y a ça, mais dans la même, il y a mais j'en ai pas vraiment parlé à mes collègues. Mes collègues savent pas qu'ils sont le type de décès, j'en parle pas nécessairement. Donc je pense que ça vient effectivement complexifier, mais c'est encore difficile de vraiment pouvoir distinguer. Le deuil, c'est éminemment complexe. Il y a tellement de facteurs. Puis moi, ça c'est plus une posture personnelle. Quand je vois toutes ces données-là, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres facteurs qui jouent dans l'expérience de deuil que la modalité de décès, c'est peut-être pas nécessairement toujours la plus déterminante pour expliquer, dans le fond, la trajectoire de deuil.
Puis des fois, c'est peut-être, est-ce qu'on met notre attention là-dessus pour ne pas regarder autre chose? Des fois, ça c'est aussi mon côté psy, là, je parle beaucoup avec cette marionnette-là, mais en brandissant le fait, attention, c'est un deuil en contexte d'AMM, mais qu'est-ce qu'on ne dit pas? Que le deuil, c'est de toute façon quelque chose de souffrant.